Anne-Sophie, vous vouliez interroger Jean-Luc Mélenchon sur sa méthode et sur ses solutions. Oui, bonsoir. Ça commence bien. C'est vous qui avez provoqué ça? J'ai l'impression que c'est moi qui ai provoqué ça. Désolée. C'est vrai que vous avez été très critique. Alors je vais reprendre votre hypothèse. Imaginons que vous soyez élu le 24 avril et que vous ayez vous-même à gérer une nouvelle vague de Covid, un nouveau variant peut-être plus proche du Delta que d'Omicron. Que feriez-vous? Quelle serait votre stratégie? D'abord, je commence par dire un mot. Oui, j'ai été très critique. Mais c'est pas comme ça qu'on a commencé dans la crise. Au départ, le raisonnement, c'était les sociétés en crise grave, et là c'était imprévu. Honnêtement, personne ne s'attendait à ça. Les sociétés qui sont dans cette situation se serrent les coudes. Donc je suis parti de ce raisonnement pour dire, on met entre parenthèses ce qui est notre rôle d'opposition pour être davantage proposant. Donc on a fait toutes sortes de propositions de loi et autres. Et puis à mesure qu'on avançait, on s'est trouvé, d'abord ce qu'on racontait n'intéressait pas, et puis c'est pas très flatteur. Bon, le gouvernement, on comprend, il gouverne, mais à ce point, ne rien écouter des autres, c'est un peu blessant. Mais surtout, on voyait progressivement qu'il y avait d'un côté la pandémie et de l'autre côté une restriction du champ des libertés qui finissait par poser un problème énorme. Je rappelle quand même, on doit être le seul pays au monde où tout ça a été gouverné dans un conseil de défense. Et alors, c'est le moment de dire comment vous auriez fait, oui, comment vous faites. mais vous avez raison de me poser la question parce que comme aucune des causes des pandémies n'ont été réglées, aucune. Et quelle est la principale cause? Elle est sociale, un modèle agricole qui conduit à la déforestation, qui amène les animaux sauvages vers les animaux domestiques, qui passe des virus, qui les passe ensuite aux êtres humains. Ça c'est votre analyse. En tout cas, c'est vrai que c'est le cas pour le VIH, par exemple. Je ne sais pas si c'est le cas pour le Covid, mais... à peu près dans tous les cas, et puis c'est aussi vieux que l'humanité. Depuis qu'on a des élevages proches des habitats humains, ça donne ça. Ça a donné ça pour toutes sortes de maladies, la coqueluche, la grippe, la variole. Et puis en ce moment, vous le savez comme moi, donc je ne sais pas, vous n'êtes pas tant dans la science-fiction que ça. Nous avons la 4e épidémie de grippe aviaire. Alors tout le monde croise les doigts pour que le virus ne passe pas à l'être humain. On vient de tuer 3 millions de bestioles, de volailles, pour éviter que ça se passe. Mais la réponse à Anne-Sophie, voilà. Que feriez-vous si vous aviez été président? Ne vous inquiétez pas, j'ai compris la question, j'étais juste en train d'essayer de vous faire plaisir en disant que justement ça va se produire. Donc il y aura des pandémies. Donc à chaque fois, à mon avis, on doit faire au moins 2 choses. Un, avoir auparavant bien alimenté la recherche fondamentale pour qu'on ne se retrouve pas comme des ballots comme la dernière fois, où on a arrêté les recherches depuis 2008 sur la catégorie de virus qui est actuellement, parce que ça coûtait trop cher. Donc on a une grosse industrie en principe, ça serait bien qu'elle nous fasse des vaccins. Des vaccins parce que je crois à la science. 2, et bien ensuite, il y a le reste. La société française n'est pas habituée à vivre avec des virus. Dans les sociétés africaines, maghrébines, on a l'habitude, et moi j'ai connu ça dans mon enfance, les précautions à prendre. Donc, il faut organiser une société du roulement. Alors, c'est des choses toutes bêtes. On ne part pas tous au boulot à la même heure, on ne rentre pas tous à la même heure, on met des épurateurs d'air dans toutes les classes de gosses pour ouvrir les fenêtres. Et ça évite le confinement, le couvre-feu, toutes les mesures contraignantes qui ont été appliquées partout dans le monde et qui ont eu un certain succès. Je ne sais pas de quel succès vous parlez, on vient de parler à l'instant de 130 000 morts. Non, mais on a vu qu'à chaque fois qu'on appliquait ces mesures, l'épidémie refluait, c'était l'objectif. Quand il n'y a plus de contact. Oui, enfin, prenons les choses quand même comme elles sont. Ce n'est pas pour paraître excessivement critique à vos yeux à l'égard du gouvernement, mais tout de même, il y a des choses qu'on a appris. Par exemple, que la maladie avait tué en fonction de facteurs de comorbidité, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà malades. Et de quoi? Première question à se poser, pour régler comme un bon président la situation. Parce qu'ils ont du diabète, parce qu'ils ont des maladies cardiaques, qui sont toutes des choses qui viennent de la malbouffe et de l'environnement. Donc, on doit régler la santé publique, c'est une affaire collective. Après, deuxième chose, on cesse de faire de l'hôpital une entreprise. Je ne suis pas d'accord avec cette logique. La T2A, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le paiement à l'activité, ensuite la durée moyenne de séjour, des sigles horribles, DMS. Alors, il faut tenir votre DMS et puis faire une grosse T2A. Non, ça conduit à un hôpital dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire avec un personnel qui est pressé comme des citrons. Et puis, donc, pour donner un peu de force à les ces gens commencent hôpitaux... par arrêter de fermer des lits. Parce que si vous y réfléchissez bien, vous qui avez fait ça tous les jours, l'essentiel de la peur qu'on avait, c'était qu'à un moment donné, il y ait tant de malades et tant qui aillent en réanimation qu'on ne puisse plus les accueillir
et qu'on soit obligé de trier ou que sais-je. Bien Et sûr. comme ils étaient là-dedans, C'est pour ça qu'on appliquait d'ailleurs des mesures contraignantes pour faire baisser la pression sur les hôpitaux. voilà. On est d'accord. On l'a fait. Donc le problème, c'était les hôpitaux, Ouais. davantage que tout. Donc on arrête de fermer des lits. On en a fermé 17 000 depuis le début du quinquennat. Mais par contre, et on a 5 000 ouvert des pendant la lits de crise. réanimation. Parce que c'est vrai que c'est la réanimation qui est au cœur du réacteur sur la lutte pour sauver des vies, pour le coup. Oui. Là, on a augmenté, on a adapté en fonction des... Bon, bah, écoutez, Non, non, mais je précise juste cette chose-là. Aujourd'hui, on vous avez peur que dispose... le gouvernement se fâche? Non, j'ai pas peur. Bon, alors, moi non On plus. dispose aujourd'hui... Il n'y a pas de mal à dire quel type de difficultés on a rencontré et à quel point ça contredit une manière de gérer Mais je le précise, public. c'est mon rôle aussi. Alors, on dispose aujourd'hui des chiffres sur le profil des patients en soins critiques. On va voir, je crois, une courbe. On voit que les non-vaccinés sont nombreux, sont en haut, et les vaccinés sont en bas, parce que Omicron, même si c'est un variant qui est moins virulent que Delta, il tue. Est-ce que, quand on voit ces chiffres-là, l'objectif pour éviter les hospitalisations, pour éviter les morts, c'est pas de vacciner tout le monde? Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on le fait par un principe plutôt de précaution. Ce que nous savions tous, c'est que l'OMS nous avait dit qu'il valait mieux convaincre que contraindre, parce qu'on n'y arriverait pas, et que le vaccin, tel celui que moi j'ai reçu en 3 doses, il nous protège contre la première variété du virus. À 40% seulement pour le deuxième et à moins pour le micron. Là, votre graphique, il présente un inconvénient, si vous me le permettez, Oui. c'est que la catégorie des vaccinés étant la plus nombreuse, et celle des non-vaccinés étant la moins nombreuse, il est évident que l'impact sur les non-vaccinés... On a fait des proportions, on a ramené pour que la courbe soit juste, pour qu'on puisse justement avoir une idée précise. Tout va bien, mais proportion si des vous gens. voulez, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on peut évidemment jouer du violon pour se faire plaisir, mais vous avez des sociétés, notamment dans les Antilles, où le vaccin a été massivement rejeté. Alors, on a eu droit à des explications extrêmement injurieuses et méprisantes pour les Antillais. Il y a quelques semaines, qui vous a fait réagir, Anne-Sophie? Oui, c'était en décembre. Vous êtes donc rendu en Guadeloupe après les émeutes, après les manifestations violentes. Vous l'expliquez, vous l'avez constaté, les Antillais ils sont méfiants vis-à-vis de Paris, tout simplement parce qu'il y a eu la crise du chlordécone. De 72 à 93, le chlordécone, qui est un insecticide extrêmement toxique, a été utilisé dans les bananeraies donc aux Antilles. Nous, on a arrêté en métropole, dans l'Hexagone, on a arrêté en 90. Ils ont eu des dérogations jusqu'à 93. Et c'est ça le scandale et c'est ça l'incompréhension, d'autant que pratiquement toute la population est